Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous et bienvenue si vous nous rejoignez une nouvelle fois peut-être sur le site foiredepau.com, sur digifoiredepau.com ou bien sur l'un des sites qui relaie, vous le savez, l'intégralité de ces émissions, sites ou réseaux sociaux d'ailleurs, sudouest.fr, la République des Pyrénées.fr, pau.fr, le sillon.info. Merci à vous de nous rejoindre pour une nouvelle session d'information au cœur même de cette Digifoire de Pau qui a démarré depuis le 8 octobre et qui va perdurer jusqu'au 31 décembre puisqu'en réalité jusqu'au 18 octobre, c'est la phase de lancement que nous passons ensemble, et puis nous serons, vous le savez, à votre disposition jusqu'au 31 décembre pour faire connaissance avec les quelques 120 exposants qui sont au cœur de cette galerie marchande virtuelle qui va une nouvelle fois s'afficher sur l'écran juste derrière moi. Cette galerie marchande à l'intérieur de laquelle vous pouvez retrouver 9 thématiques qui correspondent aux 9 grandes thématiques qu'on a l'habitude de décliner dans la foire de Pau lorsque celle-ci peut se tenir dans un mode traditionnel comme ce fut le cas depuis quelques 71 années maintenant. Mais cette 72e édition a une saveur tout à fait particulière puisqu'elle ne peut se dérouler de façon présentielle. Alors nous avons décidé plutôt que d'abandonner le principe et bien d'organiser cette session, j'ai presque envie de dire de rattrapage, ou en tout cas ce nouvel événement, ce e-événement, comme on a l'habitude de le dire, en reprenant donc les thématiques. Et parmi ces thématiques de la foire, il y a la thématique liée au monde agricole. Le monde agricole qui a refait son apparition au cœur même de ces 9 jours de manifestation l'année dernière au travers des Agri-Days. Ces Agri-Days avaient notamment été marqués par une journée que nous devions rééditer cette année autour d'un principe de valorisation des emplois, des formations, des jobs immédiatement disponibles et ceux à venir du monde agricole. Alors nous allons retrouver cette thématique ce soir. Nous allons faire non pas un job dating comme nous avions prévu de le faire avec les différents acteurs du machinisme, les lycées, qu'ils soient privés ou publics, les différents employeurs qui sont également présents, les structures qui sont là pour la promotion des métiers et des filières du monde agricole. Mais nous allons le faire ce soir au travers d'une émission spéciale consacrée à l'emploi et à la formation avec de très nombreux intervenants. Certains sont en plateau, d'autres seront avec nous à distance. Cette émission, vous pourrez la voir évidemment en direct si vous vous connectez là maintenant, mais vous pouvez surtout la voir en replay, la faire passer, la faire circuler et la retrouver sur le www.foiredepau.com ou www.digifoiredepau.com parce que vous informer, même à distance, est toujours possible. Générique. Une nouvelle fois, c'est une thématique liée au monde agricole que nous allons déployer dans ce nouveau numéro de Bonsoir le Béarn. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent sur digifoiredepau.com, sur foiredepau.com. Avec nos invités, nous allons essayer de répondre à une question. Peut-être une question que vous ne vous êtes jamais posée ou au contraire des questions pour lesquelles vous pensez avoir des éléments de réponse. Est-ce que le monde agricole recrute? Si oui, quels emplois? Pourquoi faire? Devenir chef d'exploitation agricole? Ou bien travailler au plus près de la technicité dans les champs? Ou bien sur des machines? À moins que ce ne soit dans l'agroalimentaire. Bref, le monde agricole, qu'y a-t-il derrière en matière d'emploi, de formation? Quel volume et surtout quelles possibilités pour vous? Peut-être pour vos enfants? Sans doute. Ce sont les questions que l'on va essayer de poser à nos invités qui sont là ce soir en présentiel sur ce grand plateau. Alors on a désinfecté les espaces sur lesquels vous vous trouvez. On a mis des micros avec bonnettes pour vous accueillir les uns et les autres. Ainsi donc on vous a autorisé, comme on se l'autorise, à enlever provisoirement nos masques. Je dis bien provisoirement puisque avant, après ces plateaux réalisés dans un espace aéré entre les émissions, eh bien, nous nous obligeons à remettre, comme vous toutes, vous tous, le masque pour nous protéger, pour se protéger. Il ne s'agit pas de défier de quelconque règle en les enlevant, mais il s'agit d'essayer de véhiculer un maximum de sincérité dans nos propos, tout en restant évidemment éminemment prudent au regard du virus qui est encore là, malheureusement, et bien là,
là où nous eussions pu espérer la dernière fois qu'on s'est vu sur un plateau au Pavillon des Arts les uns les autres, que celui-ci, en tout cas, pas disparu, mais qu'il permette un retour à l'activité normale. C'était juste à la sortie du confinement. On était à la fin de l'année scolaire 2019-2020. Nous voici en plein cœur du début de la nouvelle année scolaire 2020-2021 et avec des chiffres qui sont toujours alarmants, avec des situations qui sont toujours compliquées à gérer pour les chefs d'établissement que nous avons ici, mais également pour les employeurs que nous allons recevoir et que nous allons accueillir dans quelques instants sur le plateau. Alors, Pierre Lebas, il n'y a pas d'ordre protocolaire, on le fait d'une façon tout à fait transversale. Pierre Lebas est à ma droite, c'est le directeur du lycée agricole de Naï. Merci à vous d'être là, Pierre. Un mot peut-être de présentation rapide, parce que je sais que je pourrais vous laisser parler 1 heure sur votre lycée professionnel. Un mot de présentation rapide de ce que représente le lycée agricole de Naï. Bonsoir, merci beaucoup pour ce temps réservé effectivement à la formation et l'emploi. En quelques mots, c'est 250 élèves, 140 internes répartis sur 2 sites, le site de Naï et le site de Baudrex, et dans des filières de la production, des métiers du laboratoire, du service à la personne et l'horticulture et les travaux paysagers. Alors de l'autre côté, nous avons, c'est bien parce qu'on le fait version débat, mais on n'est pas du tout dans les débats à l'américaine, de loin s'en faut, mais c'est la distanciation, encore une fois, physique qui nous oblige à autant de distance entre les uns et les autres, alors même que vos destins sont étroitement liés. Pour représenter Agrocampus et pour nous parler d'une autre forme d'enseignement professionnel, public, nous allons accueillir Maxime Arébol, qui est directeur du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole, et qui représente donc de façon plus générale Agrocampus. On va rappeler en quelques mots d'ailleurs ce que représente Agrocampus et puis d'une façon plus générale les filières que vous représentez. Alors, très bien, bonsoir à tous. Effectivement, je représente ce soir l'Agrocampus 64. Donc l'Agrocampus 64, c'est un très très grand ensemble qui dépend du ministère de l'Agriculture et qui représente en définitive l'enseignement agricole public sur le département des Pyrénées-Atlantiques. Donc je suis là ce soir pour représenter 3 lycées, qui sont les lycées agricoles donc, de Montardon, d'Oloron-Sainte-Marie, lycée de Souèche, et le lycée agricole d'Ortas. Ça représente combien aujourd'hui de personnes qui suivent ces formations? Alors, nous accueillons... pluriel, parce qu'en effet, il y a plusieurs niveaux. Alors, nous accueillons un lycée près de 800 élèves, ouais. Voilà, entre 750 et 800 élèves sur les 3 lycées. Nous accueillons aussi 400 apprentis, donc, ils sont répartis sur le département, donc sur les différents sites de formation, et notamment à Hasparren, vu que le siège social donc, du CFA est à Hasparren. Nous accueillons également environ 1000 adultes chaque année en formation continue. Sur le site de Montardon et sur Ostabat au Pays Basque. Donc un public très varié, à la fois en formation initiale, apprentissage et sur la voie de la formation professionnelle continue. Donc ces adultes, ces lycéens, ces apprentis ont la possibilité de travailler un petit peu sur toutes les filières agricoles, hein, production animale, production végétale, le paysage, les productions maraîchères, l'agroalimentaire, la transformation des produits fermiers. On regroupe un petit peu toutes ces spécialités au sein de l'Agrocampus. Et nous serons en liaison avec Nadège également au Pays Mirou, je ne sais pas si elle est déjà là, qui est agricultrice, qui est élue à la FDSEA et qui est représentante au Centre de formation professionnelle et de promotion agricole. Je vois son visage apparaître face à moi à l'écran, il doit en être de même pour ceux qui nous suivent. Nadège Pays Mirou, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Un peu loin, mais je suis bien là. Un peu loin, mais pas si loin que ça, parce que où est-ce que vous êtes installée, Nadège? Alors, je suis installée à Lys, en Vallée d'Ossau. Voilà, donc je suis installée avec mon mari depuis bientôt 2 ans maintenant. Un mot sur votre exploitation. Qu'est-ce que, dans quoi êtes-vous engagée? Alors, nous avons un atelier de vaches laitières que nous avons robotisé au moment de mon installation, justement. Ça faisait partie de mon projet de jeune agricultrice. Voilà, et bien ensuite, on produit du maïs et du foin très traditionnellement pour l'autoconsommation de notre troupeau. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans, on va dire, la promotion, la gestion, l'accompagnement, le devenir du centre de formation professionnelle et de promotion agricole? Qu'est-ce que ça représente pour vous de vous engager pour la formation et pour la formation professionnelle, pardon, et pour la promotion agricole? Moi, je trouve le mot très bien choisi.
Oui, oui, effectivement. Alors, moi, je suis ancienne élève du lycée agricole de Montardon. Après, la vie a fait que j'ai choisi un autre chemin pour y revenir finalement. Mais me semble-t-il que la formation agricole aujourd'hui, c'est primordial parce que le métier d'agriculteur, ne l'oublions pas, ce sont des métiers et des professions techniques qui le sont de plus en plus justement, qui ont tendance à beaucoup se moderniser et voilà. Et donc, il est primordial de maîtriser les savoir-faire de base et les nouvelles techniques de production, quelles qu'elles soient, puisque vous l'avez rappelé en début d'émission, le monde agricole est très vaste, de la viticulture au maraîchage, aux grandes cultures, à l'élevage. Voilà, donc ça me semble très important de promouvoir la formation parce que les jeunes se forment de plus en plus. Et j'irai plus loin en disant que de plus en plus de jeunes femmes aussi se forment de plus en plus au métier agricole. Et vous avez raison de le dire, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Nous y reviendrons à évoquer certains pans de l'activité comme la viticulture, par exemple avec Gilles Ladorade qui sera avec nous en liaison téléphonique, peut-être nous a-t-il déjà rejoint. Alors il interviendra comme viticulteur, mais il interviendra comme élu également à l'ADEFA, c'est l'association départementale emploi formation en agriculture, parce que les sujets dont nous parlons aujourd'hui sont pris à bras le corps par la profession qui a décidé de se doter de structures à la fois de promotion, d'action en matière d'emploi, en matière de formation. Et l'ADEFA, évidemment, en fait partie et même en première ligne lorsqu'il s'agit en effet de porter cette problématique de l'emploi. Nous serons également en liaison tout à l'heure avec Pierre Supervielle qui est élu et chargé de l'emploi dans le domaine des CUMA, parce que ça sera l'occasion également de parler de tout ce qui concerne l'emploi partagé. Et Dieu sait si c'est important, de la capacité à travailler en territoire rural pour plusieurs peut-être employeurs. Pierre Fouillassard, vous êtes avec nous, vous, en plateau. Présentez-nous d'abord votre activité, parce que vous allez jouer le rôle, mais conscient, de l'employeur, parce que vous êtes employeur. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, moi, c'est Pierre Fouillassard, je suis membre du GAEC de la ferme de la Porte d'Aspe à Gurmançon. Je suis installé avec mon épouse. La production, c'est vaches laitières, 70 vaches laitières. On transforme le lait de ces vaches en fromage pour la quasi-totalité de la production. Je suis installé donc avec mon épouse et nous sommes entourés d'une équipe de 6 salariés aujourd'hui avec 2 apprentis. Voilà le développement de l'exploitation. Ce qui nous a boosté un peu, c'est le passage en agriculture biologique, où on a fait ce passage donc en 2017. Et force est de constater que finalement, je pense qu'on a pris le bon chemin. Enfin, en tout cas, ça nous permet de revaloriser une production, d'être dans le marché et de donner satisfaction à la fois aux consommateurs qui consomment nos produits, mais aussi, je pense, aux salariés qui travaillent au sein de l'équipe, de se retrouver dans quelque chose de positif et qui est dans le vent en tout cas. Qui est dans le vent, qui a du sens. Gilles Ladorade est avec nous, il est viticulteur, je disais, élu à l'association départementale emploi formation en agriculture. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci d'être là. Je disais tout à l'heure que l'ADEFA était vraiment le bras armé, quelque part, des sujets dont nous traitons ce soir, l'emploi, la formation en agriculture, avec un défi énorme, celui d'aller chercher des compétences, de les faire grandir. J'ai presque envie de dire, si j'entends même ce qu'a dit notre précédent interlocuteur, aller chercher des talents. Oui, c'est sûr que ça, c'est l'idéal. Mais déjà, au moins, c'est d'avoir de la main-d'œuvre. Et déjà de la main-d'œuvre. J'étais sûr que vous alliez me dire ça en ricochet. À juste titre, d'ailleurs. Oui, parce que, bon, voilà, c'est vrai qu'on a pas mal d'exploitations là qui se sont agrandies. Beaucoup d'exploitants deviennent des employeurs de main-d'œuvre et ont besoin de la main-d'œuvre, soit pour du développement de leur atelier, soit pour de la transformation, ou alors pour faire de la commercialisation aussi. Donc, pas mal de travail saisonnier en majorité, mais aussi des personnes pour des travaux qui vont durer plus dans le temps et plus permanents. Voilà. Plus pérenne en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui, ce département, oui ou non, vous me dites, est-ce qu'il est pourvoyeur d'emploi à l'instant T? Est-ce qu'il recrute à l'instant T alors qu'on est dans une situation économique particulière, alors qu'on est dans une période particulière? Est-ce qu'en agriculture, il y a immédiatement des jobs disponibles? Alors, en agriculture, il y a des jobs disponibles sur toute l'année. On a ici, dans les Pyrénées-Atlantiques, une diversité de production. Et ça permet de pouvoir embaucher du monde sur toute l'année. Donc là, on est actuellement en pleine vendange. Bon, ça va tirer à la fin, d'ici la fin du mois.
il y a peut-être encore quelques places disponibles, mais très très peu. Derrière vont démarrer les kiwis. Ouais. Voilà. Et après, on va arriver sur la période hivernale où il y a tous les travaux d'hiver. Donc, ça va être par exemple la viticulture, tout ce qui va être taille, tirage des bois, l'attachage, la révision et l'entretien du vignoble. Après, ça va être dans les élevages aussi, tout ce qui va être agnelage et tout ça qui vont démarrer aussi. Derrière, après au printemps, il y a encore les travaux de printemps en viticulture. Donc, bon, tous ces travaux-là sont répertoriés sur l'annuaire des saisonniers qu'on fait à l'ANEFA 64. Et là, vous pouvez retrouver tous les travaux et toutes les embauches qui peuvent se faire tout au long d'une année. Mais je crois qu'on peut dire que c'est un des métiers actuellement qui a besoin de main-d'œuvre et qui embauche malgré le Covid. Et qui embauche malgré le Covid. Et cette situation-là, on en parle pour le 64, mais si on l'étend un tout petit peu à nos bassins tout autour, elle est généralisée dans vos lycées respectifs, messieurs les représentants à la fois d'enseignement privé et public. Ce que vous mettez souvent en avant, à juste titre, c'est qu'il y a, oui, des débouchés derrière et que ces débouchés, elles sont présentes toute l'année. Et j'ai presque envie de dire, avec des profils très très larges, parce qu'on entend d'un côté la main-d'œuvre, et notamment la main-d'œuvre saisonnière, dont il a été rappelé l'importance ici même, mais il y a aussi derrière des travaux de plus grande technicité. Il y a tout ce qui concerne le machinisme agricole, extrêmement recruteur en matière aujourd'hui d'emploi. Est-ce que vous avez l'impression, et l'un et l'autre, qu'on a la connaissance de ce vivier d'emploi à proximité lorsqu'on vit dans un territoire où pourtant le monde agricole est à quelques kilomètres de la principale grande ville, celle où nous nous trouvons? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on fait découvrir, on est là aujourd'hui pour cela, ce secteur professionnel qui est certainement effacé par d'autres secteurs peut-être beaucoup plus importants et qui communiquent peut-être beaucoup plus. Et donc il y a, je pense, une grande méconnaissance, oui, de l'ensemble de ces filières professionnelles et des emplois. Et vraiment, les intervenants l'ont tous dit, des métiers très techniques, passionnants, où l'homme est au cœur de ces métiers. Oui. L'homme est au cœur de ces métiers, l'homme et les femmes, j'ai envie de dire, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes filles. Alors tout à l'heure, ça a été rappelé par Nadège Prémiro qui sont là, mais vous pourriez en dire deux mots également, Maxime, parce que j'ai l'impression que l'attractivité, elle se fait aussi avec un public de plus en plus féminin. Alors très clairement, on voit depuis quelques années le paysage agricole se féminiser. La profession agricole se féminise et sur des filières et sur toutes les filières, c'est-à-dire que à la fois en production animale, on a de plus en plus de candidats à l'installation féminines quoi. Également sur les productions végétales, maraîchage et viticulture. Donc, dans toutes les filières agricoles, effectivement, on voit de plus en plus de candidats à l'installation ou au salariat agricole et des femmes. Voilà. Oui, parce que Nadège, qui est toujours en ligne avec nous, on parle bien là de, quelque part, évidemment, on s'adresse bien à ceux qui voudraient prendre la responsabilité d'une exploitation familiale ou reprendre une exploitation familiale ou même changer de vie, reprendre une exploitation ou en créer une. Et puis on pense également là tous les emplois salariés. On est bien d'accord qu'on parle de l'emploi et des formations en général et on n'est pas là pour nous parler spécialement de transmission ou d'installation de jeunes agriculteurs, Nadège. Non, vous avez raison. Historiquement, c'est vrai que les femmes ont toujours été présentes sur les exploitations, même si elles étaient souvent invisibles parce que peu de statut. Donc aujourd'hui, il y a des jeunes femmes qui s'installent et qui perpétuent le système connu de leurs parents, mais pas que. On se rend compte que dans les formations et dans les formations surtout de jeunes agriculteurs, il y a soit des bifurcation de carrière, comme j'ai pu faire moi à 40 ans, où je me suis installée, un peu avant, avec mon mari parce que j'ai fait ce choix, ou des jeunes femmes qui prennent des métiers de salariés, qui s'installent aussi sur de nouvelles exploitations et qui ont à cœur de développer
ce métier-là en tant que femme et souvent très différemment d'ailleurs que les hommes. J'attendais le moment où vous allez me le glisser. Vous avez raison de préciser une chose, c'est qu'il y a peut-être un attrait, il y a un regard, il y a une façon de faire un petit peu différente. Je ne voudrais pas qu'on nous taxe d'idéaliste ou on n'est pas dans le monde des bisounours, comme j'ai toujours l'habitude de dire. On parle de métiers, on parle de filières qui sont des filières formidables en termes de passion, de capacité à exercer un métier absolument prenant, rapport direct avec la nature, souvent avec la réalisation même, la fierté de la réalisation, hein, à portée de doigt, j'ai envie de dire, dans des métiers extrêmement techniques. Ça n'enlève pas que ce sont des métiers d'une exigence rare. Et ça n'enlève pas que ce sont des métiers qui sont confrontés aujourd'hui à des défis à la fois techniques, sociétaux, environnementaux, d'une rare complexité. Nadège, on est bien d'accord, là on parle évidemment, ce soir on va faire la promotion de ces métiers, mais il ne s'agit pas encore une fois de se voiler la face sur l'exigence qu'il y a derrière ces professions. Non, une grande exigence et puis un moment sociétal qui est difficile avec beaucoup de préjugés aujourd'hui. Enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand même l'agribashing aujourd'hui existe et il faut avoir aujourd'hui un fort projet, un fort tempérament pour avoir envie et ne pas avoir peur de s'installer agriculteur aujourd'hui. D'où la formation, d'où l'importance de la formation pour ouvrir le champ des possibles, pour ouvrir à la technique, à de nouvelles méthodes de production, à la communication. Les jeunes aujourd'hui qui s'installent vont devoir communiquer sur leur métier, sûrement que l'agriculteur et les agricultrices d'avant ne l'ont pas assez fait. Peut-être c'est notre faute, hein, mais il va falloir aujourd'hui communiquer et en allant se former, ils vont avoir cette capacité de parler de leur métier, de leur activité et puis de développer leur activité. Voilà, on se rend compte dans beaucoup d'installations que le cœur du métier a changé parce que les jeunes femmes ont à cœur de diversifier les exploitations. Beaucoup de jeunes femmes qui se sont installées se sont mis à la vente directe, etc. Enfin, voilà, il y a de vrais changements. Il y a de vrais changements. Maxime, lorsque les structures que vous représentez d'ailleurs se sont fédérées, rassemblées, encore plus qu'elles ne l'étaient par le passé, elles ont choisi un nom, AgroCampus. Il y avait une logique de montrer qu'en effet, il y avait des formations qui étaient loin de l'image péjorative, des formations plan B, plan C, plan D, et encore des fois, je pourrais en citer beaucoup plus, et que vous pouviez revendiquer légitimement une véritable logique de formation, d'apprentissage, de carrière, de perspective de carrière derrière, de technicité également, de diplôme reconnu. De technicité et de diplôme, effectivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de former des gens du niveau CAP au niveau ingénieur. Et on va retrouver dans ces lycées, dans ces centres de formation pour apprentis ou en centre de formation pour adultes, tous les niveaux et tous les degrés de technicité qui aujourd'hui conduisent à l'emploi. Voilà. On parle aujourd'hui beaucoup de salariés agricoles, mais de saisonniers, d'emplois saisonniers, mais aussi les coopératives recrutent, les instituts de recherche recrutent des ingénieurs. On a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, mais aussi beaucoup de matières grises dans le monde agricole pour faire évoluer tous les métiers et toute cette technicité. Donc on avait à cœur effectivement de se fédérer autour de cette idée-là et de dire que l'agriculture pouvait avoir aussi une belle image et porter de belles valeurs. Voilà. Pierre, c'est d'ailleurs ce que vous savez mettre en avant, parce que j'ai presque envie de dire, vos établissements n'ont jamais autant communiqué que maintenant. Alors peut-être qu'ils le faisaient par des voies beaucoup plus traditionnelles, familiales, par le passé. Là, on a l'impression qu'aujourd'hui, vous distribuez, dans le bon sens du terme, hein, des messages extrêmement larges, en essayant de vous adresser à un public beaucoup plus étendu que celui qui habitait simplement à côté de Naï. Pardon, je caricature un petit peu, mais ceux qui habitaient en milieu rural jadis. Là, l'idée, c'est d'aller chercher les jeunes ailleurs. Et pour preuve, le petit document qu'on va voir, là, qu'on va passer, parce que c'est une petite présentation, là, je crois, qui est issue de chez vous, où on parle des valeurs de l'enseignement agricole
privé. Évidemment, il y a des valeurs très fortes dans l'enseignement public que l'on retrouve à l'Agrocampus ou ailleurs. Et il y a une véritable concordance, quelle que soit la forme des établissements, Pierre. Ouais. Je voulais rajouter tout à l'heure, on a parlé de la féminisation. Il faut dire aussi, voilà, cette ouverture nos lycées agricoles. Sur le plan national, c'est 20% et peut-être un petit peu inférieur. Maxime, tu peux me corriger. 20% des élèves qui sont issus du milieu agricole qui sont dans nos lycées agricoles. Quoi. Eh oui. Et on parle de nos établissements privés ou publics. Je dirais, excusez-moi du terme, mais l'enseignement agricole, c'est une petite machine où on se connaît et on est au service du territoire. Et les formations de Naï Baudrex sont vraiment complémentaires à Agrocampus et on est là au service du territoire et au service des professionnels. Vous avez raison de le préciser. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure de ce point fort vraiment de l'enseignement agricole, absolument. de ce lien. C'est absolument de vos points forts. Alors voici les valeurs qui sont celles de votre enseignement en général. Regardez. Croire en la personne. Reprendre confiance. Écoute et accompagnement. Partage d'expérience. S'ouvrir au monde. Construire mon projet. Relever des défis. Responsabilité des partenariats. Esprit d'équipe. Disponibilité, efficacité. Au contact des pros. J'exprimerai mes talents. Innover et expérimenter. Au cœur des territoires. Bienveillance et solidarité. Engagement citoyen. Responsabilité. Projet. Accompagnement. Innover. Écoute. Confiance. Défi. Engagement. Disponibilité. Équipe. Solidaire. Ouverture. Territoire. Talent. Partage. Professionnel. Voilà ces images donc du réseau d'enseignement agricole privé que vous partagez donc, si j'ai bien compris Pierre, avec du moins sur les valeurs, évidemment totalement. Je vous rassure, à Agrocampus, vous n'aurez pas à recevoir la facture pour la réalisation du clip partagé, mais sur les valeurs, vous les partagez, vous le rappeliez avec l'enseignement public. C'est important ce que vous disiez parce qu'en effet, c'est une des spécificités du monde agricole, avec un enseignement qui ne dépend pas, d'ailleurs du même ministère que tout le monde. Ça fait partie de vos points divergents, mais un enseignement qui finalement se construit, se co-construit avec une proximité très proche avec les professionnels, avec les enjeux, avec les filières sur les territoires. Ce qui fait que le décalage qu'on peut reprocher parfois à certains autres types d'enseignement, vous dites à l'inverse, il y a une forme d'adéquation permanente entre l'offre, la demande, les possibilités, la technicité qu'il faut développer. Maxime ? Oui, ça a été une volonté, de toute façon c'est une volonté du ministère de l'Agriculture de rapprocher sans cesse le monde professionnel et le monde de l'enseignement agricole. En ce qui concerne l'enseignement agricole public, sur chaque lycée, nous avons une exploitation agricole. Ces exploitations agricoles vivent comme des structures de production privées, sur un modèle de production privée. Vous avez remarqué qu'on distribuait de votre jus à l'entrée de ce plateau ? J'ai vu, oui. Ils sont de chez vous, ils sont absolument. Voilà. Donc, on a de vrais outils de production, des outils de production qui sont mis au service de la pédagogie. Donc, on a la chance de pouvoir montrer, de pouvoir faire pratiquer et d'accompagner les jeunes et les moins jeunes vers un degré de technicité qui va leur permettre soit de s'installer ou de devenir salariés. Mais
c'est vraiment dans la philosophie de l'enseignement agricole d'être proche de la profession et d'impliquer également la profession et ses acteurs dans nos parcours de formation. C'est ce que vous faites avec Pierre, par exemple, mais c'est ce que vous faites également, Gilles, chez vous, dans votre exploitation. Vous êtes toujours en liaison téléphonique. On va voir d'ailleurs quelques images de votre exploitation pendant qu'on va converser ensemble. Au niveau de la DEFA, vous qui, à juste titre, mettiez l'accent tout à l'heure sur la nécessité d'avoir de la main-d'œuvre d'abord, de la main-d'œuvre qu'il manque. Est-ce que dans cette main-d'œuvre, qui parfois fait ça en petit job d'été, d'étudiant ou bien en job complémentaire, est-ce que c'est l'occasion sur le terrain de voir naître des vocations et puis parfois aussi de s'apercevoir qu'on n'est pas fait pour ce job-là parce que l'expérience, c'est bien aussi dans les deux sens, Gilles. Oui, tout à fait. En partenariat avec Pôle emploi, on a fait des demi-journées d'immersion dans différents types de métiers. Donc moi j'ai reçu chez moi en viticulture pour les vendanges une première session et une deuxième session pour les travaux d'hiver, des demandeurs d'emploi. Voilà, on est arrivé à faire ça parce que moi je me suis rendu compte que on avait des personnes qui s'entendaient vraiment à autre chose de ce qu'ils avaient entendu parler, et quand ils étaient là au travail le jour J, ils voyaient qu'ils n'étaient pas trop faits pour ça, et on avait pas mal de gens qui arrêtaient en cours de travail. Donc on a essayé de réfléchir à tout ça, pourquoi ils arrêtaient, et on s'est dit peut-être que on communique pas bien, il faut mieux communiquer, et tant qu'à faire, pourquoi pas leur faire découvrir le métier avant qu'ils prennent un emploi, de manière à ce qu'il n'y ait pas ces gens qui arrêtent et que l'employeur de main-d'œuvre ait besoin de recruter à nouveau en plein travail, quoi. Chose qui n'est pas facile quand la saison est là, qu'il faut aller très vite et qu'on n'a pas les équipes au complète de main-d'œuvre. Donc, on a fait 2 demi-journées. Et il y a des gens qui ont aimé, qui se sont dit ça a l'air bien, j'ai envie de continuer, donc qui ont trouvé un emploi, et d'autres qui se sont rendus compte que finalement ils n'étaient pas faits pour ça, ou ils trouvaient trop dur, ou c'était pas ce qu'ils attendaient, donc ils ont bifurqué après sur d'autres voies plus tard. Pierre, dans ce que vous avez un apprentissage, vous le disiez tout à l'heure, c'est ça, apprentissage? Oui, il y en a deux apprentis. Deux apprentis, ceux que vous avez eu par le passé, aussi un apprentissage peut-être chez... Oui, aussi, il y a beaucoup de parcours en fait, chacun a son petit chemin, son propre chemin, et forcément, oui, il y a des choses qui ne correspondent pas des fois, mais c'est bien de tenter l'expérience, en tout cas, il ne faut pas se la refuser. Et ça permet toujours de rebondir, quoi qu'il en soit, sur d'autres activités ou d'autres spécialités, d'autres spécificités. Mais en tout cas, l'expérience, même si elle ne donne pas suite à un emploi en agriculture, c'est quand même positif de toucher du doigt ce à quoi on a idéalisé peut-être. Mais en tout cas, ça mérite en tout cas l'expérience sur le terrain, tout à fait. On a quelques images de votre exploitation, d'ailleurs vous aussi, Pierre, puisque malheureusement on aurait bien aimé presque venir chez vous, mais là ce sont des images qui vont venir jusqu'à nous. Je dis ça parce que c'est un petit peu volontaire. Tout comme on dit qu'il faut que le monde agricole s'ouvre pour montrer avec beaucoup de transparence la qualité de la production directement, pour casser quelques idées reçues, véhiculées, comme disait Nadège, par l'agribashing. Là, tout comme on disait qu'il faut que les exploitations s'ouvrent pour parler vraiment fabrication, qualité de produit, le fait que les exploitations s'ouvrent, ça porte également les vocations à venir, ça porte également la meilleure connaissance des métiers, de ce qui est votre quotidien. L'agriculture, moi je pense que l'agriculture a changé rapidement. On était agriculteurs quand je me suis installé en 91, on était des agriculteurs, des producteurs de matières premières, que ce soit du maïs, du lait, et l'agroalimentaire derrière faisait le job pour revaloriser cette fameuse matière première. Aujourd'hui, on se spécialise un peu plus, on transforme à la ferme. On développe des circuits courts, des produits fermiers, et parce que ça correspond aussi à un marché et que du coup, il y a une revalorisation derrière. Ça nous permet de se constituer en équipe pour refaire les schémas de transformation à la ferme, en fait, avec les compétences qui s'accumulent finalement. Enfin, chez nous, en tout cas, c'est le cas.
Et donc c'est un autre métier complètement, quoi. On est là carrément, quand on dit qu'on est employeur, qu'on est patron, oui, peut-être, ça fait tout bizarre, quoi. En fait, on est à la base quand même des agriculteurs. Et oui. Mais le fait de fonctionner en équipe fait qu'on est passé à un autre statut, voilà, que quelque part, en tout cas, l'agriculteur qui fait ce pas-là, c'est revalorisant aussi pour lui de s'inscrire dans cette démarche. Et voilà, et ça boucle, Nadège Poimiro, qui doit toujours être en liaison avec nous, ça boucle quelque part à ce que vous disiez tout à l'heure, et peut-être aussi avec la touche qu'auront emporté les jeunes filles, les jeunes femmes dans la profession. Cette forme de modernisation, pas forcément que technique, parce que souvent derrière le mot modernisation, on emploie la technicité, mais cette modernisation autour de l'image, des productions, et puis quelque part du rôle, en effet, de l'agriculteur ou de l'agricultrice sur son territoire ou dans son environnement. Oui, c'est pas caché de dire qu'on a des sensibilités différentes, hein, les hommes et les femmes. Donc, quand on arrive en tant que salarié ou en tant qu'exploitante, on arrive avec notre sensibilité, avec des pratiques sûrement de travail qui se veulent différentes de celles des hommes. On se rend compte que notamment sur les exploitations agricoles qui se féminisent, il y a beaucoup plus de mécanisation qui arrive. Pour mon exemple seul, moi j'ai souhaité mettre en place les robots de traite, alors pour plusieurs raisons, hein, pour des raisons physiques, parce que c'est dur de traire 100 vaches 2 fois par jour. Et puis, n'oublions pas que les jeunes femmes, un jour, elles seront aussi mamans, qu'elles soient salariées ou exploitantes, et donc il faut aussi jongler avec la vie familiale. Et la vie familiale, elle s'organise à partir de la ferme, et c'est la ferme souvent qui donne le ton sur l'organisation familiale. Voilà. Donc, et les jeunes femmes ou les femmes souhaitent aussi souvent donc la technicité certes, mais il y a aussi beaucoup de signes qualitatifs aussi. Donc vous en parliez avant avec l'exploitant qui est sur le plateau, hein, qui s'est tourné vers l'agriculture biologique, mais c'est vrai que souvent les jeunes femmes ont à cœur de s'engager sur des démarches plus qualitatives que les hommes. Et d'ailleurs, ce sont des choses que les uns les autres, Pierre, là je parle en particulier à Pierre et Maxime, parce qu'ils sont en contact avec des jeunes à qui on demande souvent comment tu vois demain ton travail, comment tu vois l'exploitation, pourquoi tu t'engages, etc. Ce sont des faits que l'on retrouve chez beaucoup de jeunes quand ils viennent chez vous, quand ils candidatent, quand ils sont dans les premières années, où ils ont une envie d'une autre agriculture. C'est pas pour jeter la précédente, c'est pour quelque part la faire évoluer, la moderniser, mais encore une fois, avec une technique qui sert quelque part la qualité de la production, qui sert une autre façon d'exercer le métier. Vous me le confirmez, Pierre? C'est quelque chose qui est assez frappant et constant dans tous vos entretiens aujourd'hui, je crois. Oui, on a des jeunes très, très curieux. On peut être fiers de notre jeunesse, très, 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 très curieux. On pourrait parler de nombreux échanges Erasmus avec Maxime, par exemple, mais pas que. Je veux dire, aussi sur leur départ en stage, cette curiosité et cette envie d'aller voir et cette réflexion et se projeter sur l'avenir, c'est vraiment important. Maxime, vous confirmez? Ah oui, complètement. Et ce qui est très intéressant, c'est que les exploitants agricoles ont relevé le défi là, de ce virage, de passer au bio, de valoriser les produits, de vendre en direct. Et nous, derrière, on a un immense défi à relever aussi, c'est de suivre toute cette progression et cette évolution de l'agriculture. Parce que les publics qu'on accueille sont en demande de traiter ces sujets-là. Ils sont sensibles à l'agroécologie, ils sont sensibles à l'environnement, ils sont sensibles à la bio, à la vente directe, à tout ça. Donc ça nous oblige et ça nous amène aussi à progresser et à suivre cette évolution des filières agricoles, quoi. Alors, puisque vous parlez machinisme là, en creux, avec des robots de traite, avec cette façon de travailler également, qui n'est pas en opposition d'ailleurs avec la force de la tradition, mais qui est une forme de modernité au service quelque part, hein, d'une meilleure forme de production. Avant d'accueillir Pierre Suberviel, qui représente
une CUMA qui est élue, qui est chargée de l'emploi et qui connaît bien les problématiques, en plus il y a la technicité autour du machinisme ou autre. J'aimerais un dernier mot de Gilles Ladorade. Vous avez l'impression aujourd'hui que peut-être, alors même qu'en effet il faut se prioriser vite, les appels pour de la main-d'œuvre ou autre, mais on peut construire une meilleure vitrine quelque part des métiers de l'agriculture, parce que très souvent, on a entendu le monde agricole, et ce n'est pas un défaut, mais c'est un constat, qu'au moment où ça allait mal, c'est-à-dire qu'au moment où on disait dans nos métiers, on ne va pas survivre, dans nos exploitations, on ne va pas survivre, dans ce que l'on exerce, on ne va pas y arriver. Là, aujourd'hui, il y a une occasion de reparler positivement des métiers, donc d'être attractif avec une nouvelle génération, selon vous, Gilles Ladorade? Oui, c'est sûr qu'actuellement, l'agriculture est en train de prendre un virage, on va dire, presque à 90 degrés, ne serait-ce que par la demande sociétale. Donc, on est un petit peu obligé d'y aller. Et je pense que, voilà, avec une bonne communication, on peut arriver à parler positivement de l'agriculture. Voilà, bon, après, c'était peut-être l'ancienne agriculture qui se plaignait aussi, mais il y a quand même le changement climatique aussi qui est là et qui n'est pas négligeable, qui a quand même une incidence sur les productions. Hein. Donc là aussi, il n'y a pas qu'au niveau sociétal qu'il faut qu'on s'adapte, mais il faut qu'on s'adapte aussi avec le changement climatique. Hein. Donc peut-être réfléchir à d'autres façons de produire ou à faire d'autres productions, j'en sais rien, ou adapter les productions que l'on a actuellement. Mais là aussi, ça va être l'enjeu de demain et qui va être très très intéressant, à mon avis, pour la nouvelle génération qui arrive. Absolument, et c'est un défi évidemment à relever. Merci d'avoir été avec nous, Gilles Ladorade. Et puis je reviens, je me permets d'inciter tout le monde à venir consulter des fiches métiers, des renseignements pratiques, etc. que propose l'Association départementale emploi formation en agriculture, parce qu'il y a un petit volet très pratico-pratique chez vous qui permet d'y voir clair et puis quelque part de se projeter sur l'avenir, tout en pensant évidemment aux besoins du présent, Gilles. Tout à fait. N'hésitez pas à revenir vers l'ANEFA 64. On saura vous accueillir et vous renseigner sur toutes vos questions. Absolument. Et on rappelle que vous êtes situé du côté de la Chambre d'agriculture. Hein ? C'est ça. On est à la Maison de l'agriculture au rez-de-chaussée. Merci beaucoup à vous. Je vous laisse et nous allons. Merci. Je vous laisse repartir et vaquer à vos occupations. Avant d'avoir Pierre Subervielle avec nous, juste revenir sur un élément qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure en creux. Ces emplois. Alors là, je ne sais pas si tout le monde le voit bien à l'image, mais on a un superbe engin. La photo est un peu tronquée parce qu'on a mis le titre dessus, mais on a un superbe engin. Cet engin-là, d'ailleurs, l'année dernière, on avait sa petite sœur ou son petit frère, je ne sais pas comment on peut dire, qui était dans le hall ASP, dans cette même foire de Pau. Cet engin, c'est pour ceux qui viennent de la ville, si vous allez à l'intérieur, vous allez être abasourdi par le poste de commande et la façon dont il est aujourd'hui mis en place. Alors peut-être par le confort, parce qu'on n'imagine pas ça pour certains qui ont fait le choix du confort, qui ont pu se le payer, mais également et surtout par la technicité des appareils, par la technicité du machinisme. Aujourd'hui, on peut le dire, Pierre, il y a derrière ces machines, dans ces machines, des femmes, des hommes qui sont des ingénieurs, qui sont des personnes qui, aujourd'hui, ont fait des études poussées. Il y a de la haute technologie, aujourd'hui, pour mettre une dose d'un produit et respecter au mieux l'environnement, etc. Il y a des outils pilotés par satellite, il y a de la micro-précision dans cette agriculture-là. Ces jeunes, ces formations, elles sont plus exigeantes aujourd'hui encore qu'elles ne l'étaient hier. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient mauvaises hier, mais aujourd'hui elles sont encore plus exigeantes. Ça veut dire qu'il faut que vous adaptiez, il faut que vous arriviez à dire, mais si vous voulez être ingénieur, vous pouvez aller chez Ferrari, mais vous pouvez aller aussi dans, je ne citerai pas la marque de boissonneuse, mais je pourrais en citer une ou deux, mais je vais me fâcher tous les concessionnaires si je m'en cite une ou deux. Comment est-ce qu'aujourd'hui on fait passer ce message? Comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à dire, la technicité elle est aussi là-dedans, Pierre? Je crois que, voilà, marteler, et puis surtout, on parlait tout à l'heure de faire venir des jeunes dans les entreprises qu'ils découvrent. Je crois que c'est vraiment là très, 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 très important. Je vais juste te dire une anecdote, je ne sais pas si c'est... Mais le pire chez nous, enfin en tout cas au lycée, c'est quand le prof d'agroéquipement peut être embauché ailleurs dans une grande entreprise. Dans une grande entreprise, eh ben, je peux vous dire, pour trouver un enseignant, c'est très très difficile. Voilà, on est vraiment dans des métiers en tension et passionnants. Et voilà, je crois qu'il faut les faire venir, leur montrer. Je crois que c'est vraiment important. Pour ces jeunes, au collège, je pense qu'il faut commencer très tôt.
à leur dire, à leur expliquer. C'est ça, Maxime, hein, parce qu'il y a des moments, enfin, on parle aux jeunes, on parle aux parents aussi, on va évidemment y venir. Et parfois, on dit, dans une génération, là, on est à la croisée des chemins, où on n'avait plus finalement, ça va être très cliché ce que je vais dire, mais où on n'a plus finalement autant de parents dans le monde agricole qu'on avait jadis. On a quelques représentations qui ne sont pas celles du monde actuel, mais celles de notre enfance, qu'il y a finalement une sorte de décalage, et que parfois, les prescripteurs parents que nous sommes, on n'a pas une bonne vision du monde agricole, de la technicité qu'il y a derrière pour nos enfants. Alors même que, encore une fois, pour ceux qui sont dans la précision, dans la mécanique, etc., il y a des jobs extraordinaires, il y a des plans de carrière extraordinaires, avec des rémunérations qui sont... ouais, c'est sympa quand même. Tout à fait satisfaisante. Tout à fait satisfaisante, voilà, c'est ça. L'agroéquipement, c'est une des filières agricoles qui est la plus en tension. Le degré de technicité a explosé. Explosé pour répondre à plusieurs contraintes. La première, c'est la contrainte économique. Il faut de l'outillage performant pour aller plus vite, faire des économies. Il faut être meilleur pour l'environnement. Donc, on limite les passages au champ. On travaille avec du GPS pour être très précis. On mesure les doses de semences ou d'amendement des sols, de fertilisation de façon très, très précise. Mais, tous ces outils-là, il faut les faire tourner. Il faut faire de la maintenance dessus. Et c'est là qu'on a le plus de besoins, c'est-à-dire en conduite et en maintenance de ces outils-là. Il y a des vrais plans de carrière qui se font chez les concessionnaires. Mais Pierre, vous haussiez la tête quand j'ai dit qu'avec des rémunérations qui étaient satisfaisantes, vous haussiez la tête en disant c'est pas toujours le cas. Oui, effectivement, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que quand on regarde avec un peu de recul le prix des matières premières qui n'ont pas évolué, alors que le niveau de technicité et le coût que ça implique du matériel a complètement explosé, mais on est au cœur du problème. C'est-à-dire que le problème en agriculture du salariat et de la rémunération des exploitants et des salariés passe d'abord par le problème de la rémunération du produit que l'on fait. Et ça, je pense qu'il faudra que la société le comprenne vraiment et qu'elle y mette les moyens qu'il faut. Et notamment dans les exploitations, avec le degré de technicité, oui, etc. Tout à fait. Et d'exigence sur les produits. Absolument. Effectivement, quand on regarde ces engins, quand on sait ce qu'est un robot de traite avec le niveau de... On va remettre Nadège en ligne pour nous en parler. La capacité qu'il faut pour le gérer derrière et l'investissement lui-même. Ça nécessite quand même d'avoir une activité qui rémunère et qui permet de pérenniser les installations. Oui, parce que quand je parlais de ça, moi je parlais plutôt dans les sociétés spécialisées. On est en concurrence, le métier est quand même en concurrence par rapport à la main-d'œuvre salariée avec des autres activités qui rémunèrent beaucoup plus. Le jeune agriculteur, le salarié agricole, il vient d'abord par passion, je crois, s'investir dans le métier, parce qu'il ne vient pas chercher un 13e ou 14e mois, il ne faut pas se cacher. J'avoue, ça saurait, mais dans le machinisme... Dans le machinisme, il y a quand même des perspectives d'embauche qui sont très, très intéressantes. Les concessionnaires, notamment les concessionnaires... Mais c'est vrai que ce n'est pas tout le métier, il a tout à fait raison de faire cette précision. C'est une partie de la filière, effectivement. Par contre, ils sont tellement en tension, ils ont tellement de mal à recruter des gens qualifiés qu'ils sont capables de les payer d'une façon très intéressante. Le parallèle, c'est à un moment donné, les bouchers, on n'avait plus de bouchers. Donc on forme des bouchers et les gens sont recrutés à des niveaux de rémunération qui sont très intéressants. Donc la filière du machinisme est une filière qui recrute et sur lesquelles on peut vraiment investir en termes d'emploi et de carrière, quoi. Alors Nadège, sur la rémunération, je vous voyais hocher la tête, je me rapproche de vous, tiens d'ailleurs, je vous voyais hocher la tête, parce que pour vous, en effet, la rémunération, enfin d'abord, la juste rémunération pour le chef d'exploitation que vous êtes est un sujet. Alors évidemment, pour le personnel employé, ça n'est également, alors même que pour piloter votre fameux robot de traite que vous avez acquis, vous nous avez dit pourquoi tout à l'heure, ouais, il y a un peu de technicité, quoi. On est loin de Martine à la ferme et des images d'Épinal que nous pouvions avoir. Oui, il faut être un bon informaticien. Voilà, c'est ça. Il faut être un bon mécanicien si on veut limiter les frais d'intervention de la société qui vous a vendu les robots. Voilà, donc, et puis il faut être aussi un très bon animalier parce que n'oublions pas que le robot il fonctionne avec du vivant et que le vivant ça reste quand même
priorité du paysan et qu'il n'y a pas de bons troupeaux laitiers ou quel qu'il soit qui fonctionne même avec un robot s'il n'y a pas d'humain. Oui. Voilà, pour revenir aux salariés, nous sommes en train avec mon mari de vouloir embaucher et un jeune en alternance et une personne en CDI. Et le coût de la rémunération est clairement posé sur la table. Mais et est-ce qu'avec les nouveaux dispositifs comme ceux que l'on voit fleurir maintenant pour les jeunes de moins de 26 ans en particulier ou autre, est-ce que vous vous y retrouvez dans ces dispositifs-là? Il y a un côté incitatif? Bien sûr qu'il y a un côté incitatif, même sur l'alternance. Alors, pour nous, le côté de l'alternance, c'est qu'on a envie de transmettre du savoir et qu'on a envie d'accompagner. Moi, j'ai grandi dans une ferme et il y a toujours eu des jeunes en apprentissage. Mes parents ont toujours eu des jeunes en apprentissage. Et je trouve que c'est notre rôle aussi que de transmettre notre savoir-faire, ce que l'on fait. Voilà. Et pour le salarié, bien sûr que l'incitation de l'État et les aides de l'État ont pesé dans notre choix de pour un salarié, en plus du fait qu'il fallait qu'on dégage un peu de temps sur la ferme pour notre famille. Mais c'est pas la seule barrière. Il y a certains postes agricoles aujourd'hui, notamment sur les élevages laitiers, où c'est pas simple de trouver des bras et de l'humain. On a peu de candidats finalement. C'est compliqué aujourd'hui, l'élevage laitier, pas très attractif. Alors, on va voir si c'est le cas également dans notre secteur avec Pierre Suberviel qui est avec nous en liaison téléphonique, qui est en CUMA. Alors, on va vous résumer ce que c'est dans quelques instants avec Pierre, parce que c'est un système dont on redécouvre la vertu très régulièrement d'ailleurs, alors même qu'il est d'ailleurs très ancien et qui est surtout chargé de l'emploi dans ces structures. Pierre, est-ce que vous nous entendez ? Oui, tout à fait. Je vous capte là depuis maintenant 2-3 minutes. Merci Pierre d'être avec nous. Alors je disais, d'abord vous allez nous dire en 2 mots ce qu'est votre exploitation et puis ce que représente le fait de travailler en CUMA, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Alors moi je suis sur une exploitation à côté de Laurent-Sainte-Marie, à Verdette, une ancienne exploitation laitière. Je suis reconverti dans la céréale, maïs, et je fais de la production de fourrage à destination des bergers, qui transhument, voilà, dans les estives, etc. Voilà. Et donc les CUMA, pour moi, écoutez, c'est toute ma jeunesse, c'est toute ma vie, c'est toute ma vie du professionnel que je suis. Hein. Il faut vous repréciser ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas cette forme de coopération. Oui, alors la coopération, c'est une coopération agricole de proximité en fait. Hein. Ce sont des coopératives d'utilisation de matériel agricole dont finalement la mission est la mise à disposition de matériel pour leurs adhérents qui sont constitués d'agriculteurs. Et aujourd'hui, effectivement, on se dirige vers de plus en plus de prestations de services, hein, donc avec matériel. Et j'ai entendu tout à l'heure, vous disiez que les matériels étaient effectivement de plus en plus performants, matériel et chauffeurs, bien sûr, pour conduire ces machines-là. Ça veut dire que lorsque jadis des agriculteurs, alors en voisinage, plus ou moins proches, etc., se regroupaient pour acheter une machine, se regrouper pour acheter du matériel, ce qui était l'essence même de ces CUMA d'après-guerre, hein, finalement, dans la mutualisation. Aujourd'hui, le mouvement CUMA, mais ça fait déjà quelques années. Moi, je me souviens quand j'animais vos débats au niveau national avec Pierre-François Vaquier, que je salue parce qu'il suit toujours nos émissions, même de Paris. On en était sur l'enjeu de dire, mais il faut que ce soit pas que le matériel, il faut aller vers le capital humain également. Oui. C'est ça, la CUMA reste avant tout un collectif. Voilà, c'est un collectif d'hommes qui pensent leur devenir. À l'époque, c'était effectivement tourné sur la machine, mais aujourd'hui, on parle de plein d'autres choses. On parle de circuits courts, on parle de mise à disposition de matériel pour la transformation. On parle aujourd'hui d'énergie, donc de photovoltaïque, d'énergie, éolienne, etc. Enfin, moralité, la CUMA, c'est le creuset d'une réflexion d'agriculteurs soucieux de leur développement, soucieux de travailler encore ensemble, d'avoir une véritable politique aussi d'installation de jeunes sur leur territoire, hein, puisque l'objectif c'est pas finalement de courir vers l'agrandissement et de
entre guillemets, avaler, manger son voisin, mais d'être au contraire plus nombreux pour pouvoir vraiment véhiculer ce tissu qui était ce tissu rural important que nous avons connu il y a une cinquantaine d'années et qui sera encore nécessaire demain, me semble-t-il, pour faire en sorte que nos territoires ruraux puissent conserver de la vitalité. Absolument. On voit des images pendant que nous conversons ensemble, d'ailleurs, fournies par le Sillon, avec qui nous mettons en place l'ensemble de ces soirées qui sont de très belles illustrations de ce qu'est justement cette diversité, cette pluralité de l'agriculture sur ce territoire. Est-ce que, comme les autres intervenants tout à l'heure, vous diriez que vous avez du mal, entre guillemets, ou en tout cas que parfois vous auriez des emplois et que vous avez du mal à aller chercher les personnes pour aller vers ces emplois ? Alors effectivement, il y a des freins à l'emploi. Il y a tout d'abord, j'ai entendu tout à l'heure, une mauvaise communication. On est tous quelque part de mauvais communicants vis-à-vis des jeunes, je crois. Bon, c'est le rôle de l'ANEFA, on travaille à fond là-dessus depuis longtemps, mais on peut dire que l'agriculture manque d'attractivité. Le métier de salarié agricole ou de technicien agricole, peut-être il faudrait le changer, ce terme-là de salariat, peut-être plutôt de technicien ou vraiment technicien des compétences, où on aurait davantage de compétences. On manque effectivement d'attractivité et nous avons du mal, comme la plupart de nos collègues, nous avons du mal à recruter des gens compétents. Alors nous avons besoin de chauffeurs, de mécaniciens agricoles, mais aussi d'ouvriers polyvalents, puisque dans les CUMA, il y a aussi des groupements d'employeurs. Oui. On parle aussi là d'emplois partagés. Nous avons besoin de secrétaires aussi pour soulager les responsables dans leurs tâches administratives. Mais sur le cœur du métier, vraiment le chauffeur, mécanicien, nous avons du mal à recruter. Oui, tout à fait. Et outre la communication, pour expliquer tout cela, est-ce que tout à l'heure on avait un petit débat sur la rémunération, la juste rémunération, le montant quelque part de la rémunération, vous en pensez quoi ? Bon, alors j'en pense que de toute façon, si on veut conserver des salariés, il faut les payer. Oui. Dans les CUMA, de manière générale, le niveau de rémunération, il oscille entre 11 € et 16-17 € de l'heure, grosso modo, donc en brut, ce qui nous amène entre 5006 et 2005 € par mois en brut, grosso modo. Voilà. Et à l'heure, effectivement, où la nouvelle convention collective nationale vient d'être signée, je ne sais pas si tous les employeurs se retrouveront effectivement dans cette partie rémunération, parce que c'est le bas qui blesse quand même dans l'agriculture. C'est vraiment le faible niveau de rémunération. Et du coup, il y a du turnover, effectivement, parce que du coup, dans ces métiers-là ou dans nos métiers, le fait de devoir travailler peut-être le vendredi soir jusqu'à 18h, 19h, alors que peut-être dans le TP, on peut débaucher à 16h30 et quand il pleut, on est en intempérie, etc. Peut-être effectivement, on a du mal à recruter. Je crois qu'on doit évoluer, nous aussi, dans nos rémunérations. Je crois qu'on peut rémunérer hors grille, il n'y a pas de problème. Et il ne faut pas hésiter à rémunérer de la compétence aussi, parce que quelque part, ce qui manque aussi, effectivement, c'est de la compétence. Là, on travaille dans le réseau CUMA à mettre en œuvre un réseau de CUMA tutrices, où à partir d'un prérequis qui serait des bacs pro agroéquipement ou bacs pro mécanique, on envisagerait un cursus d'1 an et demi environ, avec un passage obligé dans une CUMA qu'on appellerait tutrice, qui recevrait donc le futur salarié, et avec parallèlement à cela donc des infos, une montée en compétences sous la forme de CQP en matière, j'ai entendu tout à l'heure, en matière d'agronomie, en matière bien entendu de management, en matière de gestion d'atelier, etc., etc. Tout ce qui manque effectivement à un salarié aujourd'hui pour bien débuter dans le métier. Voilà. Maxime d'ailleurs, Maxime ou vous, CQP. Certificat de qualification professionnelle. Voilà, parce que dans le monde agricole, autant qu'ailleurs, même jusqu'ailleurs, les acronymes, voilà, mais là, c'est pas que propre au monde agricole. Voilà. Non, là, c'est général. C'est pour ça. Ne jetons pas l'opprobre. Alors, Maxime, comment dire, ce besoin de compétences, vous partagez ? Bien sûr, c'est ce qui vient d'être dit en fait est l'illustration même de l'évolution des métiers agricoles et de la difficulté que l'on a à recruter. Aujourd'hui, on a beau centre de formation, lycée, se trouver à l'interface de la profession et des demandeurs d'emploi, mettre sur la table tous ces sujets de compétences et travailler des contenus, des programmes de formation les plus adaptés possibles.
la grande faiblesse que l'on a, c'est le recrutement. Et il est difficile aujourd'hui d'amener des gens vers les métiers agricoles. Alors, c'est sûr qu'il y a plusieurs raisons. L'historique et l'image un petit peu vétuste du monde agricole fait qu'on a du mal à recruter, mais sûrement pas que. C'est-à-dire que dans un bassin d'emploi comme celui de Pau, il existe des dizaines et des dizaines de possibilités pour un demandeur d'emploi d'aller se former et de retrouver le chemin de travailler dans une exploitation agricole qui finalement, à quelques minutes de voiture, y compris si on habite au centre-ville, qui est peut-être dans un fonctionnement horaire, etc., qui déconstruit finalement les images que l'on pouvait avoir en effet très passées. C'est pour ça que je disais qu'il y a un choc de génération, en tout cas il y a un creux là qui a peut-être lancé l'image et qui ne voit pas, qui n'imagine pas la nouvelle, alors que dans une agglomération comme Pau qui s'étend volumiquement en termes de kilomètres de surface, la ligne autour de l'agricole, entre l'agricole et l'urbain, elle est de plus en plus ténue. C'est bon sens. Oui, elle est de plus en plus atténuée. Et puis il y a même des volontés politiques et publiques de développement de l'agriculture en zone périurbaine. Absolument. Donc la main-d'œuvre agricole, on va en avoir besoin, et on va en avoir besoin même autour des villes. Et si on compare Pau et Bayonne, on se retrouve dans les mêmes contextes, dans les mêmes difficultés de main-d'œuvre agricole. Donc dans des périmètres de 40 km autour de Pau, on peut travailler, ou de Bayonne, on peut travailler toute l'année en emploi saisonnier. Mais ça, il faut arriver à le faire entendre, il faut arriver à le faire comprendre. Et c'est notre travail à nous, là, de professionnels de l'agriculture au sens large, de faire cette promotion-là. Vous avez l'impression, Pierre, que cela dit, vos actions, je reviens à ça, je disais que vous n'aviez jamais autant communiqué que maintenant, en tout cas par rapport à un public plus large, en tout cas pas que celui vers lequel vous aviez l'habitude de flécher vos actions. Vous avez l'impression que petit à petit, là, ça commence à toucher un nouveau public, à toucher de nouveaux profils, de nouveaux types de parents, de collégiens par exemple ? Et est-ce que la période qu'on vit, là, qui remet en avant l'agriculture comme étant en effet une véritable source, quelque part, de solutions, étant plus de problèmes par rapport à des tas d'enjeux sociétaux, ça va y contribuer ? Oui, je crois que vraiment on a vu, je crois qu'avec cette période actuelle que nous avons traversée, vraiment une ouverture et des parents aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, Eric, c'est vraiment important, nos jeunes et les parents. Il y a un point, on parlait de compétences. Ouais. Je crois qu'il y avait deux choses que je voulais dire ce soir. Deux messages. Bon, on en a parlé, c'était vraiment l'échange, vraiment cette partie, on est la pédagogie au service du territoire, des professionnels, ce lien avec les professionnels. Et un deuxième point, c'est aussi former de la main-d'œuvre autonome, responsable, de la prise d'initiative. Et je crois que ça fait aussi partie de notre projet agricole. On a une chance, moi je le vis comme ça, c'est qu'on a beaucoup d'internes dans l'établissement, dans nos établissements agricoles. C'est généralement 60% de nos élèves. Et ce n'est pas des coquilles vides, les animations sportives, culturelles, on a des animateurs sportifs. Et ça aussi, c'est très important. Par derrière, on va avoir des salariés qui vont s'intégrer dans une équipe. Je crois que à travers ces activités extrascolaires, qui sont vraiment des points forts aussi de nos établissements, je crois qu'on travaille beaucoup cette autonomie, cette prise d'initiative, qu'ils aient confiance aussi en eux. Et je crois que c'est aussi une des grandes missions de l'enseignement agricole. Nadège Poeymirou, cette volonté, quelque part, vous qui êtes encore une fois représentante au Centre de formation professionnelle et de promotion agricole, cette volonté de montrer quelque part de la façon la plus large possible, un développement de vie dans la ruralité, pas très loin peut-être des centres-villes, mais avec une vie professionnelle dans la ruralité, ça vous semble primordial ? Oui, et puis c'est surtout pas antinomique. Il faudrait pas que les jeunes pensent que si on travaille sur des exploitations agricoles, on s'inscrit uniquement dans la ruralité. On peut très bien travailler dans des exploitations agricoles et à certains moments être citadin. Enfin, il y a rien qui s'oppose à être citadin et travailler en exploitation agricole.
il me semble. Et ce preuve année, le nombre de personnes qui, à l'inverse, vivent aujourd'hui en ruralité ou en tout cas juste à côté des exploitations agricoles et qui exercent en ville, l'inverse est évidemment, l'inverse va être totalement vrai, voire même ceux qui vivent et évidemment travaillent en milieu agricole. Pierre, vous aujourd'hui, on va arriver vers le terme de cette émission. Alors je vais vous demander un petit exercice particulier à tous les 5. Oui, il m'en reste 5 en ligne. Vous allez chacun vous adresser à ceux qui nous écoutent en partant du principe qu'en effet, ce ne sont pas vos publics habituels, ce ne sont pas vos voisins d'exploitation, ce ne sont pas vos clients qui achètent souvent en circuit court vos produits, ceux qui sont déjà des amoureux quelque part d'un modèle agricole que vous défendez les uns les autres dans une pluralité d'ailleurs qui illustre bien au travers de tout ce qu'on a reçu aujourd'hui. La diversité du monde agricole en général, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a cette particularité d'avoir un département où il n'y a pas une agriculture, mais des agricultures, de la plaine à la montagne, des produits qui s'en vont loin à l'export, comme de ceux qui se distribuent au plus près en circuit court. Vous allez les uns les autres vous adresser à eux, à ceux finalement qui ne vous connaissent pas forcément et à ceux en qui vous avez envie d'adresser un message en leur disant nos emplois, nos formations, nos métiers. On en est fiers et on a envie, quelque part, que vous les découvriez. Alors, chacun, c'est par tirage au sort. Hein. Attention, c'est par tirage au sort. Donc, Nadège, c'est vous qui démarrez. Ok. Alors, moi, je dirais juste que le secteur agricole... Ne cherchez pas l'huissier, par contre, chez qui j'ai déposé le tirage au sort. Ne cherchez pas l'huissier. Allez-y. Oui, voilà, donc le secteur agricole aujourd'hui, je crois qu'il peut offrir une multitude de métiers et une multitude de parcours et une multitude de services et que chacun pourra, dans le secteur agricole, construire son propre projet professionnel. Merci beaucoup. J'ai bien fait commencer par vous. J'ai bien fait commencer par vous parce que vous ne voyez pas la tête en plateau que fait ici Pierre Lebas, mais il se dit déjà, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire de mieux? Alors, mon cher Pierre, allez-y. Oui, effectivement. Je m'ai un peu coupé l'herbe sous le pied, on va reprendre cette expression. C'est vrai que je voulais moi aussi mettre en avant cette diversité. On n'a pas parlé de l'agroalimentaire, oui, des métiers du service à l'animation, du service des territoires, des services à la personne, qui font aussi partie des champs de compétences du ministère de l'Agriculture. Donc vraiment cette diversité des métiers, ces ateliers, ces expérimentations qu'on peut avoir sur nos pôles techniques et sur nos exploitations agricoles, venez, frappez la porte, c'est toujours ouvert, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, par téléphone, voyons ce que Pierre Supervielle va nous dire. Moi, je me rapproche de l'écran. Où est Nadège? Je me mets entre vous deux pour entendre maintenant l'argumentaire. L'argumentaire de Pierre. Vous, c'est pas les yeux dans les yeux, mais c'est la conviction de la voix, Pierre. Allez, je me lance avec du trémolo. Je ne sais pas. Moi, je dirais que cela fait des millénaires que l'agriculture nourrit le monde. Et si tu as envie de participer à cette belle aventure, alors rejoins-nous. Elle est bardée de technologie aujourd'hui et de technicité. Il y en a pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Comme nous sommes dans l'équilibre parfait des prénoms, voici Pierre Fouillassard maintenant qui va prendre la parole. Je suis obligé de vous donner les noms de famille parce que c'est une génération de Pierre. Alors, Pierre, vous également, comment vous pourriez parler à celles et ceux qui ne connaissent pas bien? D'abord, je voudrais rajouter un petit détail par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, et c'était très intéressant. Je pense que là où il faudra travailler un peu quand même aussi, c'est sur la formation des employeurs, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais vous avez bien raison. Regardez, Nadège hoche de la tête quand on dit ça. Voilà, fort de l'expérience et d'être devenu employeur sur le tas, et c'est pas forcément facile. Donc, ce qu'on peut dire aux gens qui peuvent être intéressés à venir travailler avec nous, c'est de trouver une confiance réciproque entre les employés et les employeurs. C'est assez particulier en agriculture, mais toujours intéressant. Et le contact avec la nature, d'arriver à faire naître des produits et d'arriver à avoir ce contact particulier avec le consommateur, c'est quelque chose de sensationnel qui mérite d'être expérimenté, d'être tenté dans la vie. Voilà. Et maintenant, le plan large de ce plateau, vous allez voir, grâce à la réalisation Thibaut Parpex, vous avez compris qu'il ne nous en restait qu'un, et c'est donc le plus jeune
de ce tour de table qui va maintenant conclure. Le plus jeune qui a la lourde tâche de conclure, parce qu'avec Voilà, tout ce qui c'est a ça. été dit, c'est difficile de trouver des arguments complémentaires. Mais Ah oui, il faut arriver plus tôt dans le métier. Qu'est-ce que Ouais, je ouais, dis? c'est Non, ça. je plaisante, allez-y. Non, en fait, effectivement, je crois que c'est la diversité qui est des métiers, la diversité des filières qui est à mettre en avant. Et le monde agricole, c'est un peu comme une équipe de rugby, quoi, hein. On a le petit, on a celui qui court vite, on a le grand qui saute en touche. Et dans le monde agricole, tout le monde peut trouver sa place. C'est-à-dire que si on est attiré par le monde animal, on peut aller travailler en élevage. Si on est attiré par le végétal, on trouvera aussi son compte. Si c'est les machines et le matériel qui nous intéressent, on trouvera également son compte. Donc il y en a pour tout le monde, dans la transfo, dans transfo agroalimentaire, tout ça. Donc c'est vraiment la diversité, je pense, qui est à mettre en avant. Et si on doit motiver un petit peu les gens pour venir découvrir nos lycées, je pense que dans le public ou privé, de toute façon, c'est la même histoire. On fait attention à la qualité de vie, on fait attention à l'encadrement de nos jeunes, de nos moins jeunes. On est très attentif à ça et je pense que ça serait intéressant de venir nous voir un petit peu pour ces journées portes ouvertes. Voilà. Exactement. Et en tout cas, on espère que ce type d'émission, ce type d'initiative, vous pouvez partager d'ailleurs les uns les autres sur vos réseaux sociaux, sur vos différents sites, puisque si on fabrique ces émissions, bon, c'est parce que ça nous fait plaisir de vous recevoir au Aragon et de converser ensemble, mais c'est aussi pour que vous puissiez vous en saisir, vous les approprier. Elles ont une autre vertu, ces émissions, c'est qu'elles permettent comme le veut l'ADN de la Foire de Pau, finalement, de mettre en relation les uns et les autres, de servir de trait d'union entre les uns et les autres, de façon à ce qu'on construise ensemble un territoire dans lequel nous allons pouvoir respectueusement nous épanouir, respectueusement vis-à-vis de l'environnement, respectueusement vis-à-vis de valeurs sociétales, de valeurs humaines, respectueusement vis-à-vis des revenus que la part de travail des uns et des autres doit évidemment légitimement apporter, respectueusement par rapport à la qualité de l'alimentation, de la nutrition, à la qualité également des productions. Et on voit bien que, évidemment, tout est lié. Alors nous donnons rendez-vous chaque soir pour discuter de tout cela. N'hésitez pas à relayer ces différents débats, n'hésitez pas à les commenter sur les réseaux sociaux, à vous les approprier. Il y a une dernière tâche qu'il faut que nous fassions ensemble avant de refermer cette émission. En suivant ces émissions jusqu'au 31 décembre, en les partageant d'ailleurs, ceux qui nous suivent peuvent également gagner 500 € de chèque cadeau pour commerce. Parce qu'on vient de parler de l'agriculture, mais le commerce de proximité a aussi toute sa valeur, d'autant que très souvent, ce commerce de proximité, il sert la distribution, on parlait de trait d'union, il sert la distribution de produits de qualité. Alors nous le faisons avec les commerçants de l'association Pau Commerce, nous pourrions le faire avec ceux de beaucoup d'autres offices de commerce ou structures associatives ou commerçants directs un peu partout, à ceux qui font du circuit court, etc. Nous le faisons avec eux, avec une idée, vous offrir chaque soir, ou du moins quel que soit le jour que vous avez choisi pour voir ces émissions, 500 € de chèque cadeau à gagner. Pour cela, vous allez sur le site de DigiFoire de Pau, foiredepau.com, vous allez sur la case située dans la rubrique Web TV, cocher le petit formulaire de jeu. Ce formulaire de jeu vous demande deux choses. Premièrement, un mot de passe, le mot de passe de l'émission du jour. Encore une fois, quel que soit celui que vous avez choisi pour la revoir en replay. Et puis, vous demande le nom d'un commerçant de l'association Pau Commerce. Alors ça, c'est assez facile parce que toute la liste des commerçants Pau Commerce sont aussi sur le site digifoiredepau.com. Vous n'avez pas beaucoup à chercher. Par contre, il faut que vous inscriviez le mot de passe du jour. Et le mot de passe, eh bien, c'est donc Nadège qui va nous le donner. C'est le mot qui symbolise, selon vous, le mieux tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, qui symbolise toute cette logique d'emploi, de formation qui s'offre dans le monde agricole. Alors ce mot, je vous laisse le choisir, Nadège. Ça sera le mot de la fin et il permettra à quelqu'un, peut-être par tirage au sort, de gagner qui plus est 500 € de chèque cadeau. Alors ce mot de la fin, Nadège. Éducation. Éducation. Eh bien, écoutez, on prend le mot éducation. Vous avez fait au moins 2 € et 3, on peut le dire sur le plateau, en disant éducation. Merci beaucoup, en tout cas, à vous toutes et à vous tous. Vous mettez donc éducation si vous avez suivi cette émission sur foiredepau.com. Et si la chance vous sourit juste avant les fêtes, vous pourrez repartir avec des chèques cadeaux Pau Commerce. Et qui sait, certains de ces chèques cadeaux, puisqu'on sera avant les fêtes, vous permettront de craquer pour un foie gras IGP du Sud-Ouest. Ça tombe bien, on en fêtera les 20 ans à la même heure, jeudi, sur ce même
site foiredepau.com vous permettra de craquer également, pourquoi pas, pour notre production bio ou en circuit court. On en parlera vendredi avec également une émission consacrée au circuit court. On l'a fait hier également avec le manger bio. Vous permettra de craquer, pourquoi pas, pour l'anneau de lait fermier, celui que l'on a l'habitude ici de déguster, de viande sous label, parmi tant d'autres produits sous label, parce que c'est ça aussi la fierté de cette agriculture et de celle de ce territoire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.